Yo yo, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Hello Maxis, et hello Black, comment tu vas? Comment allez-vous? Et oui, je bois, du coup. Merci. Ça va, bah écoute, oui, ça va très bien, ça va, merci, merci. Aujourd'hui, on regarde la suite de la prise d'otage chez Mexicom. Si vous n'avez pas vu les 2 premières vidéos, je vous conseille d'aller les voir avant, j'espère que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Hello Ghost Phoenix, comment ça va? Et oui, mais ça va très très bien. Merci, merci. Alors. Tac. On va se mettre la fenêtre, c'est mieux. Hop. Ça va? Et bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. La vidéo dure 1 heure, hein. Je suis choquée. Je suis choquée, elle dure aussi longtemps. Je vais couper la musique. On va se mettre ici. C'est pas la bonne fenêtre. Voilà. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, merci, merci. Ça va, ça va. Hop. On va mettre un petit peu plus par là. Et du coup, vous me direz si le son est assez fort aussi de la vidéo. Regardez, normalement. Hop. Si je réactive ça, regardez. J'aurais une idée de ce que c'est vidéo, mais c'est pas grave. On avait regardé la suite, enfin on avait regardé les premiers épisodes ensemble déjà. Peut-être que en regardant le début, ça te parlera. Les Gates. Ouais, tu m'entends? Ouais, alors, attends. J'ai eu la préfecture de police de Paris, on ne peut prendre aucun risque sur... Dans la première de la série, j'apprends que le preneur d'otage peut potentiellement être présent dans la salle. Attendez, quoi? J'étais pas là alors. T'inquiète, on a fait le reste. Première. Il va y avoir des véhicules de police aux abords de la salle. On met en place aussi une sécurité privée qui va sécuriser toute la séance avec 2 gars qui vont pas te lâcher d'une semelle pendant toute la durée de l'avant-première. En fait, le gros problème avec le gars que t'as traqué, c'est qu'il est schizophrène paranoïde. Et ça, c'est les plus dangereux qui existent. Donc s'il tombe sur ta vidéo et qu'il est en liberté, bah il va peut-être vouloir te retrouver. C'est pas FNAF, donc je peux pas être m'enterrer à 100%. Ah oui, d'accord, quand même. Je vais vous présenter dans ce film ainsi que les témoignages recueillis sur authentique. Il y a 1 an, quand j'ai commencé cette enquête, jamais... Pour des raisons de sécurité afin de protéger les sources, il n'est pas toujours possible de révéler l'origine. Ok. Il y a 1 an, quand j'ai commencé cette enquête, jamais je me serais douté du nombre de galères que j'allais avoir. À l'origine, je voulais juste parler de la prise d'otage dans le plus gros studio de youtubeurs en 2018. Prise d'otage en cours à Paris. Dans les locaux de plusieurs youtubeurs. Mais à force de creuser, j'ai découvert des choses qui m'ont fasciné
et qui m'ont un peu mis en danger. Nécessite des mesures de sécurité très élevées. Dans le dernier épisode, on va suivre la trace du preneur d'otage de la garde à vue à son séjour en hôpital psychiatrique, Le camion rentre dans le sas, les deux portes à l'arrière se referment. comprendre pourquoi il n'a pas été jugé, Parce qu'on ne juge pas les fous. comment il a réussi à échapper à la police, Une mise en cause nous a échappé en allant à l'infirmerie psychiatrique. avant de vous montrer comment je l'ai retrouvé 7 ans plus tard. Mais fais gaffe quand même parce que dans 2 jours, il peut complètement phaser et vouloir te tuer. Il y a peu de chance, mais le risque zéro n'existe jamais. En même temps, s'il a déjà commis un attentat, il peut buter quelqu'un, je crois. Hein. Bon, de retrouver des fous. Pour retrouver la trace du preneur d'otage, j'ai dû reprendre toute l'enquête à zéro. J'ai enchaîné les rencontres, les recherches en bibliothèque, les collectes aux archives, les trajets en train pour certaines interviews. Bref, j'ai passé 1 an en vadrouille pour cette nouvelle investigation. Et si vous suivez cette série depuis le début, vous savez que sans le soutien de ma banque partenaire Trade Republic, j'aurais pas pu faire ce projet tout en gardant ma liberté de création. Donc j'en profite pour vous la présenter, et si vous êtes un jeune parent, ça va encore plus vous intéresser. Dans les banques institutionnelles, pour investir, faut transférer son argent sur un livret A, un livret jeune ou un PEL. Et bah avec Trade Republic, c'est beaucoup plus simple. Pas besoin de s'embêter à faire des virements, puisqu'il rémunère vos espèces chaque mois, directement sur votre compte courant, au taux de la BCE. Depuis sa création, Trade Republic a déjà rendu 2,5 milliards d'intérêts à ses clients sur les comptes courants en Europe. Et si vous avez Pas un mal. enfant, il y a maintenant le plan épargne enfant, qui rémunère son compte au taux de 2% d'intérêt brut annuel, avec en bonus les frais de certains ETF remboursés chaque mois et réinvestis automatiquement jusqu'à son 18e anniversaire. Vous pouvez créer votre compte depuis votre téléphone, c'est gratuit, donc pas de frais d'ouverture de compte et de tenue de compte, Ça vaut et vous cher aurez de comme moi regarder des cette emails. magnifique carte Mirror. De quoi? Je vous mets le lien en description, Hello, oui, et pour chérie. toute ouverture de Hello. compte, vous recevrez un bonus de 50 € en ETF. Merci à eux d'être partenaires de cette série documentaire. Un homme vient d'être interpellé. Ok, attendez. Parce que moi, j'aime bien lire ce qui est écrit. Les enregistrements audio, les images de l'intervention, les vidéos des riverains et les extraits télévisés présentés dans les documentaires sont authentiques. Certaines images de vidéosurveillance et vues aériennes sont de reconstitution basées sur des recherches et témoignages directs. Et oui, je bois, Black, merci. Merci, monsieur. Les noms de certains intervenants ont été volontairement masqués afin de préserver leur anonymat conformément à leur souhait. Ok. Après avoir retenu plusieurs personnes en otage. Pendant 4 heures, à Paris, rue des Petites Écuries, dans le 10e arrondissement. À 20h30, après son interpellation dans les studios de tournage de Cyprien Gaming, le preneur d'otage est donc placé en garde à vue au commissariat central de police de Paris. Et une fois derrière ces murs, très peu d'informations vont filtrer. Plus aucun média ne va en parler et on va très vite perdre la trace du forcené. Donc la toute première étape de mon investigation, ça va être de contacter le 2e district de la police judiciaire qui est chargé de l'enquête. Et après plusieurs relances et coups de téléphone, je vais enfin avoir une réponse de la police. Je vais pouvoir interroger l'enquêteur qui était en charge de l'affaire. Donc je m'appelle Christophe et j'étais en groupe criminel de division de police judiciaire. Avec lui, je vais pouvoir comprendre comment s'est passée la suite de la garde à vue après la prise d'otage, mais vous allez voir que c'est ultra contrôlé. Il y a certaines questions où j'aurai jamais de réponse. Ça, je peux pas du tout les voir, on est d'accord? Non. Ça, c'est la procédure. Ok. Après, le mec fait une interview et comment dire, une émission. Donc, c'est vrai que s'il partage, par exemple, comment ils font ça, comment ils font tel machin. Bon, bah, s'il y a des gens mal intentionnés qui regardent ses vidéos, ce qui est probable, pour un certain pourcentage, enfin bref, bah, ça peut mettre en péril finalement la police. C'est un peu comme quand, justement, dans la prise d'otage chez Mexicom, ouais, je sais plus parler ce soir, je suis désolée. Les infos, ils relayaient ce qui se passait, alors que le type qui faisait l'attentat, s'il était un petit peu intelligent, bah, il aurait regardé si les infos en parlaient, il aurait pu avoir des infos qu'il n'aurait pas eues. Ça n'a aucun sens. Ce que je raconte n'a aucun sens. Pas de donner de détails sensibles, je suppose. Mais oui, exactement. Au cours de la fouille, les GG pour policiers les récupèrent 3 donc sa séries de cagoule et ses visionnage, gants désolé. avant de l'interroger. Et petit à petit, son comportement va devenir de plus en plus étrange pour les enquêteurs. Au Il y a des départ, chances lors de que la ça grande arrive. identité, il répond normalement, il répond logiquement. Les enquêteurs, ils considèrent qu'il est précis, qu'il est normal, que tout ce qu'il raconte, c'est cohérent. C'est à la fin, quand on lui a demandé de signer le PV, que là, il a commencé à vriller.
Il refuse de signer le procès-verbal de la garde à vue et commence à délirer, comme pendant la prise d'otage. Et les policiers s'aperçoivent qu'il y a quelques propos incohérents, voire délirants. Et à partir de là, on l'a perdu. Les officiers décident alors de faire un examen psychiatrique en l'envoyant à l'unité médico-judiciaire à l'Hôtel-Dieu, dans le centre de Paris. Hôtel-Dieu, rien que ça. C'est le nom qui me fait marrer. Et à ce moment-là, un médecin se déplace et procède à un examen psychiatrique. Le médecin l'observe et détermine qu'il n'est pas apte à rester dans une cellule de police ou dans un local de police. Dans le rapport d'examen, le docteur parle d'un état d'agitation, d'excitation psychique et d'un discours à contenu délirant concernant un complot juif. L'homme lui avoue de lui-même avoir organisé la prise d'otage en choisissant le lieu de travail de Cyprien pour diffuser ses films sur sa chaîne YouTube. Et à 23h40, le docteur conclut qu'il représente un danger pour la sûreté des personnes et pour lui-même. Il nous renvoie un certificat médical qui nous dit qu'il est incompatible avec une mesure de garde à vue. Qu'on ne peut pas auditionner quelqu'un qui est en plein délire, ce n'est pas possible. Comme on n'auditionnerait pas quelqu'un qui est en train d'agoniser et d'être souffrant après un accident. Donc il y a des choses que la police doit respecter. Donc ça met fin à la garde à vue. À 2h05, la police ordonne donc le transfert du preneur d'otage à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, qu'on surnomme plus simplement l'I3P. Je commence à recoller les morceaux avec le dernier article qui en parle, et je vais m'intéresser à ce fameux I3P et tout ce qui se passe à l'intérieur. À l'origine, l'I3P portait le nom de l'infirmerie spéciale du dépôt. Elle était située sur l'île de la Cité et elle accueillait toutes les personnes dont les actes et les gestes paraîtraient inexplicables à un commissaire de police. Les patients étaient alors appelés les présumés aliénés et dans l'argot parisien, C'est quoi cette chaise? Hyper confortable. Bizarre 3P, jamais 203. Et oui, exactement. Mais regardez. Moi je me demande c'est quoi cette espèce de truc là qui est en dessous. À part le fait qu'ils sont attachés, franchement, ils sont mieux assis que des élèves en classe. Enfin bref. Chaise surtout chelou. Bah ils sont juste attachés, ça va. Après le reste, y a rien. Hein. l'infirmerie était surnommée la Tour Pointue. Mi-chaise électrique, mi-chaise confiée, Aujourd'hui exactement. localisée à côté de l'hôpital Sainte-Anne dans le 14e arrondissement, l'I3P est considéré comme un des services les plus fermés du pays. Aucune caméra n'a réussi à entrer. Aucun visiteur extérieur n'est autorisé. Oui, vache. En gros, c'est une véritable forteresse où peu de gens ont réussi à pénétrer. Mais avec l'aide de la préfecture, j'ai pu rencontrer son médecin-chef, Vincent Mahé. Est-ce que mon nœud de cravate est bien fait? Et il Oui, va il est bien m'expliquer comment l'infirmerie fonctionne. Le rôle de l'infirmerie psychiatrique, c'est de réaliser une évaluation psychiatrique de la façon la plus complète possible. Ça évite que des grands malades mentaux soient gardés dans les commissariats, dans les locaux de garde à vue et se retrouvent en prison. Ça évite que des délinquants échappent à la justice et se retrouvent hospitalisés en psychiatrie. Et donc l'I3P, c'est une sorte de sas où on est là pour évaluer la dangerosité de la personne, son niveau de désorganisation psychique, psychiatrique, pour savoir qu'est-ce qu'on en fait. Une fois arrivé à l'I3P, l'homme est placé en observation pendant 48 heures maximum. Ça va permettre au médecin de prendre le temps de faire une enquête médicale en contactant les services sociaux et sa famille, avant de l'examiner une fois reposé et calmé, parce que dès son arrivée à 2h25, il est très agité et devient même agressif. La première chose... Agitation psychomotrice à l'entrée. En soi, je suis complètement débile, mais alors psychomotrice, j'ai aucune putain d'idée de ce que ça veut dire. J'ai vu l'histoire d'une école psychiatrique, mais qui marchait en rang. Dont le but, c'est de briser les enfants qui y vont. Quoi? Non, j'ai pas du tout vu. What? Mais envoie-moi cette vidéo, mais je veux la voir. Elle a l'air exceptionnelle. J'adore les trucs de crime. Ce qu'on fait, c'est essayer d'établir un contact, de tenter d'établir une relation. À partir du moment où on arrive à établir une relation, qu'on a... Ok, attendez. On va regarder ce que veut dire psychomoteur. Psychomoteur. J'avais mal écrit. Relatif à la synergie entre psychique et motricité. Bah, on n'est pas plus aidé. Même retard, test, trouble psychomoteur, activité. Oui, mais ça veut dire quoi?
troubles psychomotrices composant troubles déficitaires de l'attention, hyperactivité, le trouble d'acquisition de la coordination, les dysgraphies, les troubles du tonus musculaire, les mouvements anormaux, les incapacités d'apprentissage non verbal, les troubles de la dominance latérale, de la confusion. C'est vachement large. C'est pas le bon, je vais faire toutes les fenêtres. Les fenêtres avant d'avoir la bonne. Psychomotrice, donc tu bouges comme un fou. Bah du coup, visiblement, ça dépend. C'est très large comme sujet. On a un contact avec le patient, les choses se passent beaucoup plus simplement. Si on se retrouve face à un patient qui est dans un état d'agitation majeure, violent, et qui présente des risques pour lui-même ou pour les autres, malheureusement, on sera obligé d'avoir recours à des mesures conservatoires à type de contention. Avant d'aller dans sa chambre sécurisée, il va donc être placé sous contention et être examiné par le médecin de garde. L'entretien va être médiocre, l'homme semble hostile et méfiant. Le médecin parle alors de propos mégalomaniaques et cite qu'il a voulu faire le buzz en dévoilant les injustices de la société. Et à 2h50, après avoir enfilé la tenue de l'I3P avec un pyjama et des pantoufles jetables, les infirmiers vont devoir l'attacher à nouveau dans sa chambre pour qu'il s'endorme. L'attacher pour qu'il s'endorme. Dès le lendemain, ils vont pouvoir faire ce qu'on appelle son expertise médicale. Il est réévalué par les médecins certificateurs qui, eux, au vu de toutes les informations qui ont été collectées entre le moment de l'admission et le moment de la certification, vont décider de la conduite à tenir, c'est-à-dire deux situations, soit une hospitalisation en service de psychiatrie, soit une absence d'hospitalisation, c'est-à-dire une remise au service de police. Au terme de leur passage à l'I3P, plus de la moitié des patients sont hospitalisés d'office dans un service psychiatrique. Les autres partent direction le commissariat, d'où ils sont arrivés. Dans certains cas, ils décident de ne pas continuer l'enquête, donc les patients sortent directement. C'est un petit pourcentage, c'est moins de 10%. Et dans les autres cas, ils reprennent les patients qui sont passés par l'I3P et ils continuent leur enquête. Et malgré mes nombreuses demandes, j'arriverai pas à briser le secret médical pour savoir ce qui a été décidé pour le preneur d'otage. Et comme côté police, il y a le secret de l'instruction. Non, ça c'est la procédure. Je me retrouve vite bloqué. Mais si vous vous souvenez bien, dans mes recherches, j'avais notamment commandé ce livre, écrit par Valentin Gendreau. Vous êtes affecté pendant 15 mois donc à la conduite des patients, en gros ambulancier, à l'I3P, cette infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. C'est une structure qui est unique en Europe. C'est très encadré par la loi, mais ça reste quand même très opaque en termes de pratique. Et en regardant le chapitrage, je découvre que pendant son infiltration, il avait été en contact direct avec le preneur d'otages. Il était alors ambulancier et le 14 juin 2018, il est chargé de le transférer dans un autre hôpital. Salut. Ce transfert-là, il reste très particulier. Il est saucissonné à l'arrière. Ça veut dire qu'il est attaché au niveau du buste par une ceinture qui relie aussi ses avant-bras. Et aussi au niveau des jambes. On prend absolument aucun risque ce jour-là, parce que c'est un transfert en UMD et il y en a peut-être 2 par an. C'est extrêmement rare. L'ambulance se dirige alors vers l'hôpital psychiatrique Paul Guiraud à Villejuif, et plus précisément dans la partie ultra sécurisée au nord-ouest de l'établissement. Et au moment où on arrive devant l'hôpital, 2 portes s'ouvrent, on passe dans un sas. Le camion rentre dans le sas, les 2 portes à l'arrière se referment, 2 autres portes s'ouvrent, et là on arrive vraiment dans l'UMD. Là vous avez une dizaine de soignants en blouse blanche comme ça qui sortent. Et certains, on dirait des rugbymen du 15 de France, quoi. Ils sont costauds, ils sont déterminés, et tout de suite ils le prennent en charge. L'homme est alors amené attaché dans le pavillon 38 de l'hôpital. Pavillon qui, selon Mediapart, est l'endroit où les malades mentaux considérés comme les plus dangereux de France sont enfermés. Ah oui! Ah oui, d'accord. Situé en banlieue parisienne à Villejuif, le pavillon 38 fait partie de l'UMD Henri Collin. UMD, ça veut dire Unité pour malades difficiles. C'est un hôpital psychiatrique ultra sécurisé où sont retenus des malades mentaux considérés dangereux pour la société. Et à l'intérieur, on peut y croiser des cannibales, des tueuses d'enfants et donc le preneur d'otages. What? Mais La attendez, question du transfert direct. Tu vas dans le truc 38, du coup, là, t'as un certain pourcentage de chances de te faire bouffer. C'est littéralement, vous savez, le biome ou une zone difficile, en fait, dans les MMORPG, vous voyez. Vous avez les zones faciles, donc finalement, là où on est, les zones safe, où on est chez nous, hein, littéralement. Et t'as les zones dangereuses. Et ben là, c'est une zone dangereuse, entourée de gens dangereux. C'est complètement fou.
En fait, je crois que l'histoire que je parlais, c'est celle de Ellen School, ça veut dire un truc, ça me dit rien, non? Oh, je le note, attendez, je vais le noter quelque part. Pas là, j'ai 50 000 post-it, mais toujours un de prix. Ok, attends. Je vais vous télécharger tout de suite. C'est une des vidéos de Fade pourtant. Ah ouais, mais après, j'ai pas tout vu. Hein. Ellen... Oh là là. Hop. L'UMD s'oppose lorsque le sujet qui a été admis à l'I3P présente un niveau de dangerosité psychiatrique très élevé. Donc on va évaluer de la façon suivante, c'est quel acte a-t-il commis, quel est son comportement au sein de l'I3P, quel est son niveau d'aliénation mentale, est-ce que c'est un sujet qui est très délirant, qui est envahi par des hallucinations qu'il commande de faire tout et n'importe quoi, et ce qui nous amène à penser que ce patient ne pourrait pas être pris en charge dans un service de psychiatrie ordinaire et qu'il nécessite des mesures de sécurité très élevées, de soins intensifs et de surveillance très importantes. Et donc là, on va formuler une demande d'admission directe en unité pour malades difficiles. Pour comprendre comment fonctionne une UMD, j'essaie de prendre contact avec l'hôpital, mais comme cette fois, il ne dépend pas de la préfecture, je vais avoir aucun retour positif. Pour préserver le secret médical, le médecin-chef refuse toute interview. Donc je cherche d'autres contacts sur LinkedIn pour trouver des infirmiers ou médecins qui y bossent. Mais soit j'ai pas de réponse, soit c'est refusé. Je contacte alors le service de communication de l'hôpital, mais pareil, personne ne peut m'aider. Impossible donc d'avoir la moindre information à l'intérieur. Tout ce que j'arrive à récupérer, c'est un rapport de visite datant de 2021, où certaines photos de mauvaise qualité traînent, et un vieux reportage d'envoyé spécial diffusé le 4 octobre 2001. Nous vous proposons d'ouvrir ce magazine par un reportage sur un sujet méconnu et souvent tabou, l'internement sous contrainte. Qu'est-ce donc que ceci? En France, il y a 10 unités pour malades difficiles. Celle qui nous intéresse, c'est la plus ancienne qui existe, puisqu'elle a été créée en 1910 dans l'asile de Villejuif. Elle est alors appelée quartier de sûreté et elle accueille à l'époque des patients qualifiés de malades difficiles. Comme j'arrive pas à avoir quelqu'un à Villejuif pour me la présenter, j'ai contacté celle de Rouen au centre hospitalier du Rouvray, où le docteur Bilal Bendid, qui en est le chef de pôle, a accepté de m'expliquer le fonctionnement de ce type de structure. Le 14 juin 2018, donc, le preneur d'otage est amené à l'UMD et entre directement dans le pavillon 38. On arrive au pavillon 38, tout de suite ils le prennent en charge. Au total, il y a 4 pavillons. Un pavillon pour accueillir les femmes et 3 pour les hommes. Un pour les nouveaux arrivants, un pour les intermédiaires et un pour ceux qui se préparent à sortir. Le forcené va donc commencer dans le 38, considéré comme le plus sécurisé d'entre eux, celui avec le régime le plus rigoureux. Parce que contrairement aux idées reçues, finir dans un hôpital psychiatrique, c'est pas du tout plus confortable que dans une prison. Juste une excuse pour éviter la prison, ce genre de connards se font passer pour un fou pour aller en hôpital psychiatrique. Après, est-ce qu'il vaut mieux être considéré comme quelqu'un de dangereux, mais être en prison, mais être sans esprit? Ou se faire passer pour un fou, donc éviter la prison, mais passer pour un fou? C'était vachement plus clair dans ma tête quand j'ai dit. Le port de l'uniforme est obligatoire, les contacts avec l'extérieur filtrés, et les mouvements sont limités. Les patients ne sont pas autorisés à se déplacer seuls. Tout déplacement est accompagné, y compris pour un retour en chambre. Vous payez pour ces crimes, je pense. Oui, non, mais oui, mais évidemment, évidemment. Mais c'est vrai que quelqu'un de fou, bah, c'est compliqué de le juger, parce que si vous êtes dans la folie, vous êtes pas lucide. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous êtes somnambule, bon bah vous êtes pas lucide, mais vous bougez quand même. Bah là, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil. C'est que vous faites des choses, mais vous n'êtes pas lucide, mais j'ai envie de dire, limite pas conscient de ce que vous faites. Donc du coup, c'est compliqué. C'est le problème des lois, c'est que c'est toujours un peu compliqué. Chambre, c'est d'ailleurs le premier truc qui m'a marqué en entrant dans une unité pour malades difficiles. Contrairement aux cellules de prison où les détenus sont assez libres sur l'aménagement, ici, elles sont complètement vides. Aucune... Je pense que quand t'es fou, t'es plus ou moins conscient. Oui, bah oui, plus ou moins, mais c'est sûr que, bon, comparé à ça au somnambulisme, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais vous avez l'idée. C'est entre le somnambulisme et la lucidité. C'est entre conscient et complètement inconscient. Surtout qu'on n'est pas conscient, bah oui, voilà. Une affaire personnelle, aucun vêtement,
Juste un lit métallique, un lavabo, un miroir incassable, une douche et un WC. Et tout est scellé au sol pour éviter qu'il soit utilisé comme projectile. L'ouverture des fenêtres, de la porte ou de la lumière, tout est actionné depuis l'extérieur par l'équipe soignante. Pour des raisons de sécurité, on peut également couper l'eau pour éviter toute mise en danger, toute inondation de la chambre qui serait délétère pour le patient. Chaque matin, à 7h30, les portes s'ouvrent, la lumière s'allume de l'extérieur, les patients s'habillent et prennent leur premier traitement avant de faire leur examen médical de la journée. Au maximum, il y a 4 temps d'administration de traitement, c'est le matin, le midi, le goûter et le soir. Le traitement ne peut pas être refusé et le patient doit systématiquement prendre son traitement. Dans la journée, les patients alternent entre sieste, activités sportives ou regarder la télévision, mais tout contact avec l'extérieur est interdit. Tout objet connecté ainsi que les téléphones portables sont interdits en UMD. Avec un soignant, ils peuvent utiliser un ordinateur, mais les réseaux sociaux ne sont pas accessibles. Et le soir, après le dîner, extinction des feux à 21h. La journée est terminée. Et ce protocole chaque jour, le preneur d'otage va le vivre pendant 2 ans avant de connaître son jugement final. Donc là, c'était extinction des feux, là, dans 3 minutes. Le temps que la justice se prononce sur son état psychiatrique. Et en attendant de connaître le verdict, on va voir tout ce qu'il risque. Avec l'avis à partie civile que j'ai récupéré auprès des otages, j'ai accès à la liste complète des accusations. Extinction des feux comme en internat. Ouais, bah exactement. J'ai pu rencontrer Adrien Gabot, avocat pénaliste, dont c'est la spécialité. Déjà, lorsque on est dans le cadre d'une tentative, la tentative en soi expose l'auteur à la même peine que si le crime avait été réalisé. Tentative de meurtre ou meurtre, les mêmes peines sont encourue. Donc pour la tentative de meurtre au moment de l'assaut de la BRI, l'homme risque jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Juste en dessous, on peut remarquer que ça parle d'arrestation, enlèvement et séquestration, mais pas de prise d'otage. Dans le langage courant, ça signifie tout, mais dans le langage juridique, ça ne signifie rien. Pour faire simple, prise d'otage, c'est trop vague juridiquement. En droit, on doit distinguer les différentes infractions. Par exemple, attraper quelqu'un dans la rue et le mettre dans une voiture, c'est une arrestation. Celui qui conduit la voiture et déplace la personne dans un autre lieu, là, c'est un enlèvement. Et celui qui l'enferme dans une cave et le retient, cette fois, c'est une séquestration. Pour nous, c'est une prise d'otage, mais pour la justice, vu que chaque action peut être commise par une personne différente, on doit faire la différence dans les accusations. Et pour tout ça, il risque jusqu'à 20 ans et 75 000 € d'amende. Ensuite, pour les actes de violence, les menaces, la détention d'une arme et la dégradation des locaux, plusieurs peines de prison et amende vont s'accumuler. En France, la durée... 30 ans, c'est pas beaucoup pour une tentative de kill streak. Bah, quand même, hein. Imaginons que tu fais ça à 20 ans. On va faire un truc simple. Tu fais ça à 20 ans. Genre, comme ça. Et tu te prends 30 ans. C'est-à-dire que tu ressors à 50 ans, frère, de la prison. C'est immense. La moitié de ta vie, quasiment. Un bon tiers, en tout cas. Un bon tiers de ta vie, tu l'as passé en prison. Tu veux faire quoi après de ta vie quand t'as passé la moitié de celle-ci dans la prison? T'en fais rien après. Si t'as fumé avec quelqu'un, tu devrais pas réussir ta vie correctement. Bah oui, évidemment. Après, j'ai envie de dire, faut faire la part des choses entre fumer quelqu'un volontairement et involontairement. C'est là toute la différence. Entre les meurtres volontaires, genre c'est du coup homicide volontaire et homicide involontaire. C'est malheureusement, même quand c'est involontaire, tu prends quand même cher. Et là, c'est, j'ai envie de dire, pas de chance. Enfin, ça dépend des circonstances, mais imaginons que c'est juste un accident de la route, t'as buté quelqu'un et c'était pas de ta faute. Bon bah, involontaire, tu prends quand même ta part. Mais quand c'est volontaire, là, faut laisser faire enculer. C'est vrai, mais involontaire, c'est un peu moins cher. Ouais, bah encore heureux, hein, après. Maximale étant généralement de 30 ans, et les amendes pouvant s'additionner, il risque donc 30 ans et jusqu'à 600 000 € d'amende. Ce qui fait beaucoup, et au verdict final, il va avoir absolument rien du tout. Bon, ça va être et vous allez me demander pourquoi? Et bah tout simplement... Parce qu'on ne juge pas les fous. On ne juge pas les fous. Et on ne juge pas les fous. On juge pas les fous. On ne juge pas les fous. On juge pas les fous, en gros, ça veut dire que s'il est déclaré irresponsable pénal, bah il va pas en prison. Alors, ça peut paraître dingue, mais le preneur d'otage ne va jamais mettre un pied dans une prison.
Quand c'est la folie qui a passé à l'acte, on ne peut pas juger ses actes puisqu'il est dépourvu de libre arbitre et de responsabilité. Donc à partir du moment où on n'est pas responsable de ses actes, on ne peut pas être responsable d'un jugement, on ne peut pas se défendre, on ne peut pas expliquer ce qui se passe. Donc ces personnes-là, c'est pas qu'elles ne sont pas jugées, c'est qu'elles ne sont pas aptes à l'être. Et pour en arriver là, Voilà, j'allais t'expliquer le pourquoi les fous sont jugés. Bah la dame l'a très bien expliqué à ma place. il va falloir donc vérifier s'il est apte à être jugé ou non pour ses actes, ou comme disent les juges, reste à savoir s'il est considéré comme pénalement responsable. Ce qui s'est fait jour assez rapidement sur cette crise, c'est qu'on n'avait pas affaire à quelqu'un de sensé. C'est la négociation qui va nous faire comprendre rapidement que cette personne est complètement déséquilibrée. L'irresponsabilité pénale, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent dans l'actualité et qu'on ne comprend pas forcément très bien. Donc je vais essayer de vous l'expliquer le plus facilement possible. Le sens de l'expertise, c'est de s'assurer qu'au moment des faits, la personne était indemne de troubles psychiatriques. Puisque si c'est le cas, elle échappe à la justice finalement. Elle, c'est Karine Jean, psychiatre experte judiciaire à l'hôpital Paul Guiraud, où se trouve l'UMD. Une fois stabilisé et interné, l'homme va devoir passer une expertise psychiatrique complète à la demande de la justice. Le but, ça va être de savoir s'il était responsable au moment des faits. Peu importe comment il était avant ou après, ce qui compte, c'est pendant l'acte. En gros, s'il était conscient de ce qu'il faisait pendant la prise d'otage. Quand une personne est atteinte d'un trouble mental qui ferait que son discernement serait aboli, on peut supposer qu'à un moment, la personne retrouve quand même son discernement. Sous l'effet des traitements, elle peut arriver à une stabilisation de son état psychique et arriver à son état basal, ou en tout cas au mieux de ce qu'elle peut être. Et ça ne rend pas forcément compte du discernement au moment des faits. L'expertise peut alors durer plusieurs mois, au bout desquels le ou la psychiatre va émettre 3 conclusions possibles. Je pense que quelqu'un est alcoolisé et qu'il a pris la voiture et lui il est jugé. Mais parce que ce n'est pas pareil, ça n'a rien à voir. En gros, quelqu'un qui est fou, il va être sûrement de naissance, tu vois. Enfin pas de naissance, mais en mode c'est pas lui qui gère ça, c'est pas lui qui a choisi d'être fou. Alors que quand tu bois de l'alcool, tu as choisi, en général, de boire de l'alcool. Et tu prends la voiture. Donc en fait c'est qu'il y a tellement de... Comment ça s'appelle ? De choses qui te disent ne prends pas la voiture quand tu as bu. Les gens ne respectent pas ça, faut aller se faire enculer, tout simplement. Vous n'avez pas respecté ça, vous êtes dangereux, oui. Même si du coup, à ce moment-là, ils étaient à moitié conscients, c'est eux qui ont choisi de boire de l'alcool et après de prendre la voiture. Ils étaient conscients quand ils ont pris de l'alcool. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une addiction, donc pas forcément. Ah si. Quand t'es alcoolisé, t'es pas conscient. Oui, ça dépend. Moi, quand je bois de l'alcool, même si je peux être un petit peu, je suis quand même consciente de ce que je fais. Tu choisis de boire de l'alcool, tu ne choisis pas d'être fou. C'est là toute la différence. Dans son rapport. Première hypothèse, la personne mise en cause était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement. Et par abolition du discernement, on veut dire par là que la personne n'a plus la capacité de comprendre ce qu'elle fait, ni de distinguer le bien du mal. Deuxième hypothèse, c'est le discernement altéré. On peut le retrouver pour des personnes qui vont peut-être être un petit peu déficientes intellectuelles ou alors qui ont des syndromes génétiques qui font qu'elles ne peuvent pas pleinement intégrer les lois. Et enfin, dernière hypothèse, aucun trouble psychique ayant altéré ou aboli son discernement. De telle sorte que la personne est pleinement responsable sur le plan pénal. Et si le diagnostic révèle une abolition du discernement, le juge d'instruction peut désigner un autre expert psychiatre. Pour savoir si le nouveau psychiatre confirme le diagnostic de son confrère, à savoir une abolition du discernement ou pas. Il va souvent y avoir une contre-expertise, soit qui va aller dans le même sens, soit qui va infirmer, ça arrive. Parce que parfois, il y a des querelles de psychiatres. Tous les psychiatres n'ont pas le même diagnostic. Et si c'est le cas, s'il y a un désaccord majeur entre experts, le juge d'instruction peut ordonner une expertise collégiale constituée de 2 ou 3 psychiatres. Bref, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est quand même assez difficile de se faire passer pour un fou, et en plus, comme on l'a vu plus tôt, c'est pas forcément la meilleure idée. Moi, ce que j'aime bien dire aux patients ou aux personnes que je vois en expertise, c'est faites très attention parce qu'à partir du moment où vous alléguez des éléments psychiatriques, il y a certains psychiatres qui ne vont pas chercher midi à 14h, qui vont vous croire. Moi, je leur dis, mais vous savez, la prison, vous saurez quand vous en sortirez, mais l'hôpital, la psychiatrie, vous ne savez pas parce que vous pouvez y rester toute une vie.
Dans le cas du preneur d'otages, on va le voir plus tard, son expertise psychiatrique va prendre plusieurs mois. Et en parallèle, du côté de la police, l'enquête continue. Donc nous, on continue. De toute façon, il faut établir la vérité aussi pour les victimes. Quand on a un individu qui passe à l'acte comme ça s'improvise pas en l'espace d'une demi-heure. Et pour cette enquête, les policiers vont avoir 3 objectifs. 1. Déterminer ses vraies motivations. Est-ce que, malgré toutes nos recherches, il n'apparaissait pas comme un terroriste? Il n'y a quand même pas quelque chose derrière. Deuxièmement, on va quand même rechercher s'il y a des complicités ou pas. Quelqu'un qui fournisse des moyens pour passer à l'acte sont des choses qui existent aussi. Troisième axe d'investigation, c'est de déterminer comment il a préparé ça. On va rechercher des éléments qui permettent de révéler ou non des actes préparatoires. Plusieurs jours avant l'attaque, le preneur d'otages avait fait des repérages dans la cour. Il était monté dans un autre bâtiment pour se faire confirmer que Cyprien était bien sur la zone. Déguisé en livreur Deliveroo, une voisine l'aperçoit et lui demande ce qu'il fait. Mon cerveau trouve logique de pas juger les fous, mais mon corps me dit le contraire. Comme ça, ton corps te dit le contraire. Après, oui, c'est vrai que sur le coup, tu peux te dire, genre, ok, le cheat code, c'est juste, tu fais de la merde, tu te fais passer pour un fou, et hop, ok, t'as rien, c'est bon, t'es libre. Sauf que non, du coup, on vient de voir que non. Tu te fais passer pour un fou, c'est pas mieux. C'est vraiment pire. Hein. Il dit d'enlever son casque, mais il veut pas. Il me dit qu'il a un colis pour Cyprien et il me demande s'il est dans l'agence. Et comme moi, j'en ai aucune idée, il est parti. À cette époque, l'adresse de l'agence était assez facile à trouver sur les sites des sociétés. Rue des Petites Écuries, c'est la rue où se trouvait le studio Cyprien Gaming. L'erreur qui a été faite, c'est d'avoir domicilié les entreprises de certains des youtubeurs chez Mixicom à cet endroit-là. C'est-à-dire que si tu cherchais à leur faire du mal, t'avais une adresse en fait. Ça a été évidemment corrigé depuis et les bureaux sont maintenant protégés. Mais malheureusement, ce type d'attaque continue d'exister et certains créateurs deviennent régulièrement des cibles. Le mec qui me harcelait au collège, il avait un problème dans sa tête. Ça, faut en parler. Si vous êtes harcelé, vous voyez du harcèlement, faut en parler à des gens, à des potes, à des surveillants, à des CPU. Normalement, les surveillants ou CPU et trucs comme ça, ils n'ont pas à vous dire non. Ils n'ont pas à vous juger. Ils n'ont pas... Vous êtes harcelé, il faut aller les voir. J'avais rien eu, j'ai la haine. Ah putain, ouais, ça c'est le seul problème aussi. Cette fois, il y a des gens qui t'harcèlent, tu le dis, on prend un peu à la légère, et puis on fait « Ah non, t'es bon, ils t'embêtent juste, machin. » Ils se prennent rien. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûre que le karma s'est chargé de cette personne. Moi, je crois au karma. Je crois au karma. Et en général, le karma fait bien son travail. Même si on n'en est pas forcément toujours témoin. Surveillant qui m'avait dit « Mais non, vous êtes amis, c'est bon, haha. » Là, faut aller plutôt se tourner du côté de la CPU. Genre vous allez dans les bureaux de la CPU ou de je ne sais qui, ou même d'un professeur, hein. Faut aller voir un professeur aussi, ça peut le faire. On dit ok, ça il harcèle et tout, ou en parler à vos parents, enfin faut vraiment en parler à quelqu'un, faut pas rester dedans. Donc Karma s'est montré son physique de brindille. Aïe aïe aïe, c'est tacle sur le physique. Évidemment qu'il avait préparé son truc parce que ces boîtes-là, on n'y rentre pas comme ça, quoi. Je veux dire, c'est pas ouvert sur la rue. Pendant ses examens médicaux, l'homme avoue avoir travaillé chez Uber en tant que livreur et avoir préparé l'attaque depuis décembre 2017. Date à laquelle il a été licencié. Sans l'avoir confirmé, il avait sans doute récupéré les codes de l'immeuble comme ça. Technique qui a malheureusement déjà fait ses preuves. Pendant 6 mois, sans travail et sans domicile, il va vivre dans sa voiture. On l'a retrouvé, on a fouillé la voiture pour savoir s'il y avait des éléments qui pouvaient intéresser l'enquête. Pendant la fouille des bureaux, la police retrouve ses armes et confirme très vite que c'est des fausses. C'était même pas une réplique, c'était factice. Le gun braqué sur Casa était aussi un jouet. J'ai un doute et je vois que le trou il est petit. Seul le couteau et les bonbons de naissance étaient réels. Au cours de la négociation, il parlait de faire tout sauter parce qu'il avait ramené des bombes nucléaires. Bon. C'était des valises qu'il avait trouvées sur place, avec des cadenas. Du coup, il s'était fait un film en disant, voilà, c'est des valises nucléaires. Donc ça, nous, on savait pas si c'était lui qui les avait amenées. Hello, Coco-chan, comment ça va? Et non, tu es pas en retard. Ne vous excusez pas du retard, vous n'êtes jamais en retard. Vous venez quand vous voulez, évidemment. Quand il me coursait, je courais à reculons tellement j'étais confiant là-dessus et il rigolait comme un teubé alors qu'il était lent. Quoi? Déjà, il te coursait, c'était mais qu'est-ce qu'il voulait te faire? Parce que, comme on l'a vu plus tôt, le problème de Mixicom, c'est que ce type d'accessoires, il y en avait partout dans les bureaux pour les tournages. C'est bizarre ici quand même. Ils sont un peu chelous. Et les enquêteurs sur place n'arrivaient pas à faire la différence entre ce qui appartenait à l'agence et ce qui appartenait aux preneurs d'otages.
C'est aussi pour ça que dans le cadre de l'enquête, on a fait des enquêtes en téléphonie pour voir où est-ce qu'il était, pour voir comment il se déplaçait. On a essayé de retrouver des images de lui pour voir avec quoi il venait sur place, quoi. Les enquêteurs récupèrent alors des images du preneur d'otages qui se change dans une laverie à quelques mètres des bureaux. Dans une laverie, il se change et ça, on nous récupère les images et donc on voit avec quoi il vient. Et vu comment il était armé et tout ça, de toute façon, il pouvait faire sauter la porte sans aucun souci. Donc il était parfaitement conscient, le type. Hein. Là, je m'étais dit que s'il te retentait un truc, je lui ferais la clé de L'expertise bras le plus psychiatrique fort possible. commence donc en juillet 2018. Dans mon enquête, j'ai réussi à le traquer jusqu'à son entrée à l'UMD, mais une fois dedans, secret médical oblige, impossible de retrouver sa trace. Au cours des différentes interviews, j'essaie de savoir s'il est libre ou non, mais personne ne peut me répondre. Je peux pas vous aider là-dessus. J'ai jamais rien fait, s'il a trop peur des conséquences. Il avait peur des conséquences de toi ou. Ou comment dire. Ou des gens qui pourraient vraiment le mettre dans la merde. Et oui, je vois, merci. Non. Ça, c'est la procédure. À un moment, l'enquêteur relève sa feuille de notes, j'essaie de zoomer dedans et j'utilise une IA pour agrandir l'image, mais ça donne rien, c'est juste les horaires de la journée. Du côté de la justice, personne ne répond non plus. Du côté des victimes, personne ne sait. Je sais absolument pas ce qu'est devenu ce mec-là. Je sais pas où il en est et j'ai coupé court à ce truc-là. Dans un des documents que j'arrive à récupérer, sa dernière localisation date du 17 juillet 2018, où il aurait été envoyé au centre de détention de Fresnes. Donc je relance des pistes de ce côté-là, et alors que je suis en montage à mon bureau, son bureau est grave stylé, je reçois ce message du journaliste avec qui je travaille. Et cette information, elle va tout changer pour la suite de l'enquête. J'en parlais dans l'épisode précédent, en plus de l'interview de l'enquêteur et de la rencontre du médecin-chef de l'I3P, j'avais lancé un pote journaliste pour creuser du côté de la prison. Vas-y. Et vous allez voir que parfois, dans une enquête, on peut avoir de très belles surprises. J'ai eu le gars là de Fresnes dont je te parlais. C'est un surveillant pénitentiaire à la centre de Fresnes que j'avais rencontré sur un reportage il y a quelques années. Quand je lui ai demandé de nous aider davantage sur le doc, il a tout de suite refusé pour assurer sa sécurité et son job. Mais quand je lui ai dit que c'était dans le cadre d'un documentaire YouTube réalisé par Ludoc, étant donné qu'il te connaît et qu'il a déjà vu pas mal de tes vidéos, son humeur a tout de suite changé et il était beaucoup plus avenant et ouvert. Ouais, de manière totalement improbable, on a eu la chance de tomber sur un surveillant, fan du studio Bagel et de mes dernières réals, et qui a du coup accepté de nous aider. Et ensuite, Ouais, il y a une excuse, c'est juste que ma façon de dire bonjour cette fois. On dit. Oula, attends, je sais pas lire. Vu que si on fait une image du stream, d'arriver, ça serait comme le fameux pote qui se tape la cruste à la soirée. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. De toute façon, les rediffusions sont toujours là. Tu pourras regarder le début. Dans tous les cas. m'a recontacté sur Signal directement, qui est une messagerie cryptée. Donc je pense qu'il savait que c'était un cas un petit peu touchy. Et rapidement, en échangeant avec lui, avec cette source, m'a envoyé des captures d'écran d'un rendez-vous téléphonique là dans les prochains jours pour essayer d'avoir un peu plus de billes. Et puis potentiellement, on pourrait le faire venir au bureau et le rencontrer pour voir ce qu'il a à nous filer. Quelques jours plus tard, j'invite le surveillant à mon bureau et on va pouvoir avoir accès avec lui à la fiche pénitentiaire du preneur d'otages et je vais apprendre plusieurs nouvelles informations. Je pense que je vais sur le Discord, c'est pas mon truc, j'ai plus trop de points de chaîne, aïe aïe aïe. Se faire voir toutes les 5 minutes, bah justement, reste en lurk, comme ça tu auras des points de chaîne, ne t'en fais pas. Et les lurks sont toujours appréciés, évidemment. Mais ça marche, si tu y vas, passe une bonne soirée et merci d'être passé, évidemment. Déjà, il a jamais été emprisonné. Il dépendait de la prison de Fresnes, mais il est resté interné dans l'UMD de Villejuif jusqu'en 2020. Parce que plusieurs fois pendant son séjour à l'hôpital, sa détention provisoire va être prolongée de 6 mois, le temps que l'expertise psychiatrique se déroule, comme on l'a vu plus tôt. D'abord en juillet 2019, puis en janvier 2020, et une dernière fois en juillet 2020. Ce qui peut paraître assez long, mais dans ce type de situation, ça arrive très souvent. Oui, c'est normal. Le processus est assez long. Parce que si les décisions du premier collège et du deuxième collège sont contradictoires, il peut y avoir un troisième collège. Donc c'est un processus assez long. Puis enfin, une fois que le dossier est clos, il va être transmis à la chambre de l'instruction qui va auditionner le dossier. Donc un délai de 2 ans n'est pas du tout étonnant sur une affaire pareille. Parfois, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et le 3 novembre 2020, plus de 2 ans après la prise d'otage, le verdict tombe. Le forcené est officiellement déclaré irresponsable pénalement en raison de troubles psychiatriques. Les psychiatres qui l'ont évalué ont donc considéré que son discernement était totalement aboli au moment des faits, ce qui le rend donc irresponsable aux yeux de la justice.
Alors, je vais pas rentrer dans la polémique à savoir si c'est une décision scandaleuse ou non. On a vu dans les précédents épisodes que le preneur d'otage était totalement instable et même décrit comme schizophrène paranoïde. Donc cette décision, même si elle a pris beaucoup de temps, elle me semble plutôt juste et surtout, vous allez voir que l'histoire ne s'arrête pas du tout là. Un peu plus bas, deux choses vont attirer mon attention. D'abord, à 18h59, on peut lire qu'un ordre de mise en liberté a été prononcé. Ce qui explique le message reçu quelques jours plus tôt. Mais en creusant un peu, on va comprendre avec Nico que c'est plus compliqué que ça. En fait, l'écrou qui a été levé, ça signifie qu'il n'est plus rattaché au centre de détention de Fresnes. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est en liberté. Et le deuxième détail qui retient mon attention, c'est qu'un non-lieu partiel est prononcé. Ce qui peut donner l'impression qu'il a été reconnu innocent. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on comprend en lisant non-lieu, mais c'est absolument pas ce que ça signifie. Non-lieu, c'est une abréviation. Ça veut dire non-lieu à poursuivre. Autrement dit, il n'y a pas lieu à poursuivre. Ça ne signifie certainement pas que les faits n'ont pas été commis. Ça ne signifie certainement pas non plus que la personne n'aurait pas été déclarée coupable des faits si un procès s'était tenu. Ça signifie simplement qu'il n'y a pas assez de preuves pour identifier un responsable. Ou que dans ce cas précis, le preneur d'otage est pénalement irresponsable et ne peut donc pas être jugé. Mais ça ne le rend pas pour autant innocent. Une fois que l'ordonnance de non-lieu est définitive, qu'il n'y a pas de recours, le dossier judiciaire est clos. L'enquête judiciaire prend donc fin, il n'y aura ni procès ni jugement. À partir de maintenant, le preneur d'otage ne dépend plus de la justice et de la police, mais des médecins. Ce qui explique pourquoi personne aujourd'hui n'a été notifié. Moi, j'ai passé toutes ces années sans savoir où il était. J'ai déposé une plainte juste après ma déposition, mais rien, on ne sait pas. C'est vrai que pour les victimes, c'est difficile parce que finalement, on va vous dire que votre agresseur, votre violeur ou celui qui a tué votre enfant est en hôpital psychiatrique. On a l'impression qu'il n'est pas jugé en fait. Or, il se retrouve dans un endroit de soins, mais qui aussi a pour fonction, comme la prison, de mettre en sécurité la population vis-à-vis de cette personne-là. Sa dernière localisation date donc du 3 novembre 2020 à l'UMD Henri Collin, où il va être pris en charge par des médecins. On a vu plus tôt le programme de ses journées, le nombre de traitements et les différentes restrictions qu'il allait avoir, mais comme le disait la psychiatre Karine Jean, contrairement à une peine de prison, on ne sait pas quand il va sortir. Et comme depuis le 3 novembre 2020, il s'est déjà écoulé plus de 5 ans, je commence à me demander s'il n'est pas déjà sorti, et si c'est le cas, sous quelles conditions. La seule chose qui détermine la sortie d'un patient du MD, c'est son état de santé. Si le patient ne présente pas d'amélioration de sa pathologie, de ses troubles du comportement, n'a pas conscience de la nécessité des soins et présente toujours une dangerosité, il n'y a pas de limite à son hospitalisation en UMD. La moyenne est de 6 mois, mais nous avons un certain nombre de patients qui sont hospitalisés depuis plusieurs années. Et si un jour les médecins qui l'ont pris en charge décident qu'il peut sortir, il ne va pas retrouver sa liberté tout de suite, pour autant. Une fois que la sortie est validée, le patient est ensuite, dans les 21 jours qui suivent, transféré dans son service référent. Donc s'il sort de l'UMD, comme l'indique ce document, le preneur d'otage devra retourner à l'hôpital Sainte-Anne, où se trouve l'I3P qu'il a pris en charge après son arrestation, comme on l'a vu plus tôt. Ce qui laisse 3 pistes aujourd'hui pour le localiser. Soit il est encore à l'UMD Henri Collin de Villejuif, soit il a été transféré à l'hôpital Sainte-Anne, soit il a été libéré depuis 2020. Quand j'ai lancé cette enquête il y a 1 an, j'avais 2 objectifs. D'abord, rétablir la vérité sur ce qui s'est réellement passé, en corrigeant toutes les fausses informations partagées en 2018. Parmi les otages, il y aurait donc une femme enceinte. Et ensuite, comprendre pourquoi tout le monde a perdu la trace du preneur d'otage. Toi, t'as eu aucune info? Rien, on ne sait pas. Côté police, personne ne peut m'aider. Une mise en cause nous a échappé, entre guillemets, en allant à l'infirmerie psychiatrique. Côté justice, personne me répond. On n'a aucune nouvelle, on sait pas où il est. Et du côté des hôpitaux, le secret médical est impossible à contourner. Choper des infos auprès des flics, c'est quelque chose qui est faisable en fonction du carnet d'adresse qu'on a. Mais par contre, dans le milieu médical, il y a quand même un secret, bien heureusement d'ailleurs, jamais brisé par le milieu médical. Dans mon précédent docu, quand j'avais retrouvé le pédocriminel qui m'avait ajouté sur Skype, j'avais fini par le localiser en le traquant moi-même avec les moyens du bord. On est en septembre 2025 et je décide de lancer la même opération. Cette fois en m'appuyant sur ce qu'on appelle de l'OSINT, et en quelques heures, je vais finir par le retrouver. J'aurais tout balancé, aïe aïe aïe, ce serait un mauvais médecin. OSINT, ça veut dire Open Source Intelligence. Et en gros, c'est une technique pour lister et réunir toutes les informations accessibles publiquement sur Internet, les réseaux sociaux, les forums, les archives ou autres. On laisse tous des traces numériques un peu partout sur les réseaux, ça, c'est pas nouveau. Mais le truc en plus que je vais ajouter dans mes recherches, ça va être la collecte des fuites de données.
Ce nouveau vol massif de données personnelles qui vous concerne peut-être. Tous les jours, vous voyez des articles qui parlent de fuite de données. Et Ça, quand c'est ça pas arrive, cool. c'est une partie de vos informations qui peuvent fuiter. Ça peut être votre nom, votre prénom, votre adresse ou votre date de naissance. Et comme on y associe à chaque fois son email ou son téléphone, et en compilant toutes ces fuites, on peut recouper les informations qui vous concernent et donc avoir un profil assez précis de votre identité. En gros, en fait, quand il y a des fuites de données, c'est pour ça que des fois vous avez plein d'appels de spam, de trucs comme ça. Voilà, c'est lié. Je sais qu'en ce moment, j'en ai plein. Tous les jours, j'ai quasiment 2-3 appels. Alors, c'est soit des spams, soit des numéros privés, mais ça laisse jamais de message. Donc, petite technique, voilà, si vous avez tendance à répondre à tous les appels. Juste, ne répondez pas. Vous ne connaissez pas le numéro, genre, ou si c'est pas enregistré dans votre téléphone, ne répondez pas. Si c'est important, ça laissera un message. Ne vous inquiétez pas. Pas intentionnellement, mais j'aurais dit comme un con. Et le bug. Ah oui, t'aurais fait oh mais lui, ah oui, mais l'anecdote. De votre localisation, de vos passions ou autres. Et avant de rentrer dans les détails, je me permets un petit disclaimer. Le but, Oui, c'est pas de je vous vois. donner un mode d'emploi pour retrouver quelqu'un, même si Les éléments évoqués ici permettent de comprendre comment certaines informations circulent et peuvent être exploitées. L'intention est d'éclairer les enjeux, les risques et les dérives possibles afin de mieux s'en protéger. Cette séquence vise la sensibilité et à informer par inciter. Oui, ne traquez pas les gens, s'il vous plaît. Merci. C'est terrible. certaines données sont publiques, comme on l'a vu plus tôt, les outils de Zine qui permettent de les recouper, de les organiser et de les exploiter, eux, ne le sont pas. D'ailleurs, j'en profite qui parle de retrouver des gens pour vous dire de faire attention quand même à ce que vous postez sur les réseaux. Alors même si vous postez une photo d'un paysage ou un truc où vous dites mais non mais on retrouvera jamais, il y a des gens, s'ils sont déterminés, ils se référeront aux arbres qu'ils voient sur la photo, aux poteaux électriques, à l'angle du putain de soleil. Donc voilà. Faites attention aux photos, si vous postez les photos, même si c'est juste du paysage ou qu'on voit pas votre tête ou quoi, genre faites quand même attention à ça, parce qu'il y a des fous qui maintenant avec GeoGuessr, genre ils peuvent vous retrouver en sac de gourmand. Autour d'un verre ou un pot sur le canapé, oui quand même, d'accord. Je vais donc volontairement raccourcir certains passages et pas détailler certaines techniques pour pas trop en dévoiler. L'objectif, c'est pas de vous montrer comment on traque quelqu'un, c'est surtout de montrer à quel point nos données circulent et pourquoi c'est important d'en prendre conscience aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez savoir si votre adresse mail a déjà fuité, vous pouvez aller sur le site HaveIBeen.Pwn pour savoir si elle apparaît dans une des bases de données piratées. Voilà, maintenant on en revient à notre investigation et comme je suis pas non plus un expert dans ce domaine, je vais m'entourer d'un vrai spécialiste. C'est bon, là où je suis bien. Lui, c'est Marwan Warab, un hacker repenti que vous avez sans doute déjà vu dans une vidéo de McFly et Carlito. T'as utilisé en fait ton passé d'escroc ou c'est toi qui escroquais les gens pour justement les aider aujourd'hui parce que tu connais la méthode. C'est ça, ouais, tout à fait. Ou avec Guillaume Play pour raconter comment il a retrouvé l'escroc derrière le faux Brad Pitt. Les bugs bien fans de streamers qui arrivent à retrouver des gens avec le pixel d'un reflet, nous, ont bien prouvé. Oui, et c'est pour ça aussi que le VTubing, voilà, c'est très bien. Comme ça, on ne peut pas être retrouvé, ça sépare vraiment vie perso du streaming, en fait, tout simplement. Parce que, en fait, je repensais à l'histoire de Mastu, où il a été suivi jusqu'à chez lui, il y a des gosses qui allaient jusqu'à chez lui et tout, pour juste l'harceler, en fait, littéralement. Le pauvre, il était obligé de vivre enfermé, parce que sinon, juste, on le suivait partout. Et genre, c'est là où c'est bien le VTubing, c'est, même si t'es ultra connu, même si on prend par exemple, je sais pas, une VTubeuse ultra connue, hein, on a Iron Mouse, bon je sais qu'elle peut pas sortir à cause de sa maladie, mais imaginons qu'elle n'ait pas cette maladie et qu'elle puisse sortir, même si elle sortait dans la rue, personne la reconnaîtrait, alors que si Squeezie sort de la rue, bah tout le monde le reconnaît, oh Squeezie et tout, alors on est plutôt tranquille avec ça. Voilà, poison de la graine, rejoignez le VTubing enfin. On va appeler la police pour qu'ils reportent les enfants à leurs parents instant. Bah ouais, mais après, la police elle peut pas être tout le temps là, elle peut faire un peu des rondes, mais bon. Bref. Dès le début de l'enquête, j'ai pu récupérer son nom, son prénom et sa date de naissance sur le procès-verbal de sa fouille au commissariat. Et ça va être seulement à partir de ces 3 informations que Marwan va réussir à le traquer. Pour ce coup-là, on a pu récupérer quand même pas mal d'informations en les retapant dans des logiciels d'Ozine qui nous servent en temps normal pour nos enquêtes. Et très vite, son nom et prénom vont ressortir dans une fuite de données de Free qui date de 2024. Dans mon logiciel d'Ozine, je me suis aperçu que le gars, en fait, il avait des données qui avaient fuité de chez Free parce qu'en 2024, Free s'est fait cyberattaquer et les données de tous les clients se sont retrouvées sur Internet. Adresse, numéro de téléphone, coordonnées bancaires,
Les données de plus de 19 millions de clients ont été volées. Le groupe de hackers qui les a cyberattaqués a mis en open source toute la base de données free. Donc moi, de mon côté, avec mes enquêteurs, on a téléchargé tout ça et on a tout compilé dans un compilateur de fichiers pour pouvoir faire des recherches simplement derrière. Et le truc qui va attirer notre attention, c'est que le forfait free de 160 Go, il a été activé le 26 décembre 2022 à 14h36. Et si vous vous souvenez bien, dans les UMD, les patients n'ont pas accès à un téléphone. Tout objet connecté ainsi que les téléphones portables sont interdits en UMD. Et comme dans les données qui ont fuité, on peut aussi trouver son email et son numéro, ça va nous permettre de les relier à plein d'autres sites qui ont un jour aussi été piratés. C'est des données qui sont cruciales parce que justement elles vont permettre de faire ressortir tous les comptes sur internet au global qui sont rattachés à ce numéro de téléphone là ou à cette adresse mail là. On retrouve notamment son Facebook avec plusieurs partages qui datent de 2022 ou de 2023. Donc c'est confirmé, en septembre 2025, au moment de mon enquête, le preneur d'otage a bien accès à Internet. Ce qui confirme une chose, il est sorti de l'UMD et il est donc soit à l'hôpital Sainte-Anne après avoir été transféré en décembre 2022, soit tout simplement en liberté. Si vous n'avez pas accès à Internet pendant des années, imaginons 2 ans, ça fait 2 ans que vous n'avez plus Internet. Vous allez dire ça n'a rien à voir. Ça fait 2 ans que vous n'avez pas Internet, vous récupérez Internet. C'est quoi le premier truc que vous faites quand vous récupérez Internet? Moi, je pense que je vais checker soit Discord, soit Twitter. Je suis beaucoup sur Twitter. Je parle pas forcément beaucoup, mais je vois beaucoup de choses. Lol. Aïe aïe aïe. En vrai, je comprends. Lol, je peux comprendre. Un peu plus bas, on peut voir une adresse dans le 19e arrondissement de Paris qui est associée à l'abonnement. Donc à ce moment précis, pour moi, il a été libéré et vit à cette adresse depuis plus de 3 ans. Le lendemain matin, je vais à l'adresse pour voir s'il y a un nom sur une des boîtes aux lettres. En vrai, les potes, tu peux les avoir par SMS classique normalement. Bien sûr. Aucun nom ne correspond, donc je sors. Je me dis qu'il a peut-être déménagé depuis, mais en sortant, je vois juste à côté des bureaux à la même adresse. Je me renseigne et je découvre que c'est les locaux d'une association proposant aux sans-abri une adresse de domiciliation pour recevoir leur courrier administratif ou, par exemple, souscrire un abonnement téléphonique. Et je me rappelle que 6 mois avant la prise d'otage, l'homme était sans abri et vivait dans sa voiture. On l'a retrouvé, on a fouillé la voiture pour savoir s'il y avait des éléments qui pouvaient intéresser l'enquête. Donc il reste encore une hypothèse. Il est toujours hospitalisé et est juste passé par cet assaut pour prendre un téléphone à sa sortie du MD en 2022. Et après des semaines de recherche, de contacts et d'intermédiaires, je vais pas pouvoir vous expliquer en détail comment j'ai fait, mais je finis par confirmer sa localisation à l'hôpital Sainte-Anne au début du mois de décembre 2025. Eh ben. Et là, le documentaire, il pourrait s'arrêter. J'ai réussi à le retrouver, il est toujours à l'hôpital, donc mon enquête, elle est censée être terminée. Sauf qu'en réalité, cette nouvelle info, elle va changer beaucoup de choses pour la suite, et notamment pour moi, parce que je vais sans le vouloir me retrouver exposé, moi aussi. À la base, moi, naïvement, je pensais que s'il sortait un jour de l'UMD, c'est qu'il serait guéri et donc qu'il représenterait plus un danger pour personne. Mais au cours de mes interviews, on m'a très vite fait comprendre que sa pathologie pouvait se traiter, mais qu'elle se guérissait pas. Qu'un schizophrène, c'est une maladie chronique qui demande un traitement à vie, en fait. Le gros problème avec le gars que t'as traqué, c'est qu'il est schizophrène paranoïde. Et ça, c'est les plus dangereux qui existent. Donc si un jour il sort, qu'il arrête ses traitements et qu'il tombe sur ta vidéo, il va peut-être vouloir te retrouver. Il y a peu de chance, mais le risque zéro n'existe jamais. Ça, c'est terrible. Il y a 1 an, quand j'ai sorti mon documentaire sur le pédocriminel que j'ai fait arrêter avec la brigade des mineurs, j'ai reçu beaucoup de messages de jeunes et de parents touchés par cette histoire, mais j'ai aussi reçu des messages de voisins, de proches et de personnes qui connaissaient l'homme que j'ai confronté. Donc maintenant que le preneur d'otage a accès à Internet, je dois envisager la possibilité qu'il finira un jour par tomber sur le documentaire. Mais vous c'est allez sûr peut-être me dire que c'était évident et qu'il fallait... C'est sûr qu'il va tomber dessus. Même moi, c'était dans mes recommandations YouTube, alors que le frérot, là, je le regardais jamais. Juste, ça a eu tellement de hype, tellement d'ampleur. Je suis tombée dessus également. C'est sûr que s'il est un petit peu sur YouTube, au moins le Titi, c'est sûr qu'il va tomber dessus. Voir qu'il l'a déjà fait.
peut-être y penser avant de le faire, mais c'est, selon moi, pas la bonne manière de voir les choses. Déjà parce que c'est pas un documentaire à charge contre lui. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est pas lui, c'est son cheminement. Comment on traite ce type de cas après l'arrestation, ce qui se passe dans un hôpital psychiatrique, comment fonctionnent ces structures, est-ce qu'on peut en guérir, et surtout, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on en sort. Le traitement médical et psychiatrique de ce type d'individu est très peu montré, on en parle rarement dans les médias, et ça m'intéresse d'apporter justement un peu de lumière et de pédagogie dessus. Dans ma vision, sans doute naïve, il y avait que 2 issues possibles. Soit il est encore dangereux et il reste enfermé à vie dans une unité pour malades difficiles. En UMD, on peut y passer une vie si on estime que des éléments de dangerosité psychiatrique sont pérennes. Malheureusement, ça peut arriver, c'est rarissime. Soit il est considéré comme stabilisé et guéri, et dans ce cas, même s'il voit le documentaire, il aura suffisamment de recul pour pas se sentir attaqué. Quand j'ai récupéré certaines de ces informations à la suite de la fuite de données de Free, pour être honnête, j'ai même envisagé de le contacter. Pour le prévenir de la sortie du docu, lui expliquer mes intentions et lui garantir qu'il serait anonymisé quoi qu'il arrive. C'est quelque chose qui se fait assez souvent pour un documentaire en coulisses. Mais en parlant autour de moi, et notamment avec plusieurs psychiatres, on m'a très vite fait comprendre que c'était inutile, voire dangereux, avec quelqu'un diagnostiqué schizophrène paranoïde. Ça sert à rien de le contacter parce que sur le moment, il peut te dire ok, pas de souci, mais dans 2 jours, il peut complètement phaser et vouloir te tuer. Donc pour bien comprendre ce type de profil et les risques associés, j'ai rencontré la psychologue clinicienne spécialisée en psychocriminologie Emma Oliveira qui va tout m'expliquer. Je suis dans le cadre a priori. Ouais, très bien. Première. Alors tout d'abord, la schizophrénie, ça appartient à la classification des psychoses. Donc on distingue 2 grandes familles, névrose, psychose, il en existe plein d'autres, mais c'est vraiment une grande distinction. Et ce qui va les distinguer l'une de l'autre, c'est le rapport à la réalité. Un névrosé, c'est un peu quelqu'un de lambda. Toi, moi, on a nos petites névroses, comme on dit dans le langage commun. Le psychotique, il va avoir un rapport au réel qui va être soit totalement déformé, soit en partie, mais avec des grandes difficultés sociables, professionnelles et autres, dues à différents symptômes. Parmi les requêtes, il y avait notamment affréter un cargo de céréales pour le Yémen pour nourrir les enfants qui étaient en malnutrition. C'était hallucinant, quoi. La schizophrénie paranoïde, c'est une des formes les plus répandues dans la schizophrénie et surtout la plus voyante puisqu'elle a des symptômes dits positifs, actifs, que sont les hallucinations, les problématiques d'interprétation et les délires de persécution. Et ce délire de persécution, c'est un truc qu'on a beaucoup entendu pendant la prise d'otage avec la psychologue de la BRI. Schizophrène paranoïde, son discours est totalement incohérent, il passe du coq à l'âne, mais il y a quand même pour les 2 un fond de persécution, vous voyez. Le sentiment d'angoisse, tout être humain, là, le névrosé, il va avoir des mécanismes de défense un peu typiques du déplacement d'angoisse. Je pense à l'obsessionnel qui va se laver les mains, je pense à la personne phobique qui va pas prendre l'avion. C'est une façon de canaliser l'angoisse et de la déplacer sur quelque chose. Le psychotique, il va partir dans quelque chose d'assez grandiose finalement, à la différence du névrosé. Et à un moment donné, le persécuteur, ça peut être une thématique, ça peut être politique, ça peut être religieux, c'est souvent le cas. Mais à un moment donné, il va y avoir besoin d'aller cristalliser cette persécution sur une personne. À partir du moment où le persécuteur il est individualisé, il y a effectivement un risque de passage à l'acte. En fait, à tout moment dans sa tête, tu peux devenir son nouveau persécuteur. En décembre 2024, j'avais organisé une avant-première avec MK2 et YouTube pour projeter sur grand écran mon dernier documentaire. Je l'ai pas vu, son dernier, il a Et intéressant. dès le début de cette nouvelle enquête, j'avais prévu de faire la même chose, sauf que forcément, cette fois, c'est différent. Si jamais le preneur d'otage sort entre-temps, arrête son traitement et décide de repasser à l'acte comme en 2018, eh ben il a cette fois une date, un horaire et un lieu pour me retrouver. Le schizophrène qui à un moment donné rentre chez lui, s'il n'est pas entouré familialement, il peut à un moment donné aussi lui-même penser qu'il est guéri, et sauf qu'il va arrêter progressivement son traitement et que quand son délire va revenir à la surface, il va pas toujours être en capacité de le voir en fait. Ces idées noires, ces idées de persécution vont revenir progressivement à la surface. Évidemment, s'il sort, il y a un suivi psychiatrique avec un programme de soins. C'est-à-dire qu'il passe un contrat avec le médecin et la préfecture qui liste en fait un certain nombre de situations où le patient devra être réhospitalisé. Les situations sont simples, c'est un arrêt de traitement, un arrêt de suivi, c'est-à-dire que le patient ne se présente pas aux consultations ou la survenue de troubles du comportement à nouveau. Parce que la schizophrénie paranoïde, malheureusement, elle se guérit pas et sans traitement, le risque de récidive est très élevé. Il y a des vraies problématiques au niveau du cerveau.
qui ne sont pas guérissables. Il y a des problématiques au niveau des neurotransmetteurs, mais grâce à la chimie et donc aux médicaments, on peut canaliser les symptômes, notamment les hallucinations, tout ce qui a trait au délire. Par contre, dès qu'on arrête ces médicaments-là, les neurotransmetteurs se remettent à dérailler en fait. Il arrive que des équipes soignantes accompagnées de policiers viennent chercher le patient chez lui pour le ramener vers l'hôpital pour reprendre des soins dès lors qu'il est étiqueté potentiellement dangereux lorsqu'il est en rupture de traitement. Mais avant que les autorités interviennent, il peut quand même avoir le temps de repasser à l'acte. C'est par exemple arrivé l'année dernière où un homme déclaré irresponsable pénal d'un meurtre en 2015 est sorti récemment de son hôpital psychiatrique, n'a pas respecté son suivi, ne s'est pas présenté à son centre médico-psychologique et a poignardé le soir même un homme dans la rue. Ah bah sympa. Et s'il est toujours à l'hôpital au moment de l'avant-première, il peut aussi profiter d'une permission. Si le patient présente un état clinique satisfaisant avec une prise de traitement et une absence de troubles du comportement, les premières choses qui vont être proposées, ça va être des permissions. C'est aussi déjà arrivé qu'un détenu profite de sa permission pour repasser à l'acte. Et s'il n'a pas de permission, contrairement aux UMD qui sont ultra sécurisés comme on l'a vu plus tôt, les hôpitaux psychiatriques, eux, connaissent régulièrement des évasions, la dernière datant de 2024 à Sainte-Anne. Dans l'espace de 8 jours... C'était Belloum, hier, je sais pas si vous étiez là, qui parlait d'une femme qui était en hôpital psychiatrique, qui s'est échappée de son hôpital psychiatrique, genre je sais pas comment c'est possible, et qui a essayé de buter son mari. Voilà. C'est trop bien. Enfin, un bof, hein, du coup, mais il a littéralement sauvé un vieux, du coup. Et la dame est retournée à son hôpital. Parce que, du coup, bah, ils l'ont chopé. 3 patients se sont évadés des unités psychiatriques de 2 hôpitaux. Bref, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de possibilités pour qu'il soit dehors le soir de l'avant-première. Donc je décide d'en parler avec mon agent et on va mettre tout en œuvre pour empêcher le moindre risque, que ce soit pour moi, mais aussi pour le public. Ouais, tu m'entends? Alors, j'ai eu la préfecture de police de Paris. On ne peut prendre aucun risque sur l'organisation de l'avant-première. Il va y avoir des véhicules de police aux abords de la salle. On met en place aussi une sécurité privée qui va sécuriser toute la séance avec 2 gars qui vont pas te lâcher d'une semelle pendant toute la durée de l'avant-première. En fait, moi, c'est super simple. Tant qu'on me garantit qu'il est à l'hôpital, je suis rassuré. Mais s'il y a le moindre risque qu'il sorte au moment de l'avant-première, je préfère tout annuler. 8h14 sur Inter, YouTube, toujours plus gros, toujours plus pro. La plateforme a bien changé en 20 ans, il n'y a qu'à voir. Le documentaire sur la chaîne de Ludovic Hudson, serré en 3 épisodes, sur une prise d'otage passée inaperçue en 2018. Prise d'otage que je n'avais pas connaissance. 2018 et je pensais que c'était une blague. C'est la première fois où dans le milieu du YouTube game, on a compris que les créateurs, les youtubeurs, les influenceurs pouvaient devenir des cibles. Eh ben... 2 semaines avant la projection, je vais recevoir l'appel le plus important du projet. Celui qui décidera si oui ou non, on peut faire l'avant-première. Pour des raisons de sécurité évidentes, je peux pas rentrer dans les détails, donc ça va être frustrant pour vous, mais pour moi, ça va être libérateur. Après plusieurs semaines où je vais pas vous mentir, le stress a été intense, on me confirme que toutes les mesures nécessaires avec mon agence et la préfecture de police de Paris ont été prises, et qu'il n'y a aucun risque que le preneur d'otage soit en liberté dans les prochaines semaines. Ok, vas-y, bah je les appelle. Merci beaucoup. J'adorerais vous raconter les coulisses de cet appel, mais pour le moment, je peux rien partager publiquement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'avant-première a pu avoir lieu et elle s'est super bien passée. J'ai complètement découvert qu'il y avait eu une prise d'otage chez Mexicom au palais de Squeezie et de Cyprien. Il y avait des bruits de couloir, mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est de comprendre après pourquoi ça a été étouffé. Et surtout de s'imaginer le scénario catastrophe. Il aurait pu se passer des trucs d'ampleur planétaire en fait. Après plus d'1 an d'enquête, j'ai enfin pu sortir ce documentaire qui me tenait à cœur et surtout conclure aujourd'hui sereinement cette histoire complètement folle.
Et comme j'étais pas seul dans cette aventure, sachez aussi qu'aujourd'hui, tous les otages vont bien. Ceux que vous avez vus dans les épisodes, qui ont accepté de témoigner face caméra, mais aussi ceux qui ont préféré rester discrets. Pour les locaux de l'agence, sachez qu'ils n'existent plus aujourd'hui. Tout a été démoli, remplacé par un espace de coworking. Donc inutile de vous y rendre pour visiter, il reste plus rien de cette époque. À la sortie de la bande-annonce, beaucoup se sont étonnés de ne pas avoir vu passer cette prise d'otage dans les médias ou sur les réseaux sociaux. J'y réponds en partie dans les épisodes, l'affaire a été rapidement maîtrisée, elle n'a pas été qualifiée d'acte terroriste, et comme l'homme a très vite été hospitalisé en psychiatrie, l'affaire a très vite désintéressé les médias. J'espère qu'à travers mon enquête, vous avez appris, comme moi, beaucoup de choses, sur le rôle héroïque des opérateurs de la BRI et des sapeurs-pompiers, mais aussi sur ces femmes et ces hommes de l'ombre du corps médical et psychiatrique, qui, eux aussi à leur manière, sont des héros. Pendant mon enquête, j'ai toujours envisagé le pire. C'était une manière de me protéger, mais aussi de protéger les autres et d'anticiper tous les risques possibles au moment de la diffusion. Quand on travaille sur des faits aussi graves avec ce type de profil dangereux, on apprend à ne rien sous-estimer. Mais pour autant, c'est important pour moi de préciser que ce que j'ai vécu, ça correspond à un cas extrême. Quand on parle de schizophrénie, on a très vite l'image cliché de films ou de séries avec des grands méchants déséquilibrés. Mais la majorité des schizophrènes sont pas dangereux. On l'a vu plus tôt, c'est un trouble psychiatrique qui affecte la perception de la réalité, mais ça n'amène pas systématiquement de la violence. Par définition, la schizophrénie, c'est dangereux, mais surtout pour la personne. On enregistre environ 40% de tentatives de suicide chez les schizophrènes, donc ils sont avant tout dangereux pour eux-mêmes. Ah oui, quand Dans les même. unités pour malades difficiles et les hôpitaux psychiatriques qui accueillent des personnes ayant commis des actes graves, plusieurs études le démontrent, la majorité des patients pris en charge en psychiatrie ne replongent pas dans la violence. Les chiffres varient évidemment suivant les troubles, les antécédents et l'adhésion aux soins, mais le taux de récidive violente peut varier entre 5 et 25%, ce qui signifie que 75 à 95% des patients qui en sortent ne repassent pas à l'acte. C'est énorme. Et en comparaison, le taux de récidive en sortie de prison peut aller jusqu'à 34%. Cette histoire m'a confronté à un cas extrême, mais faut pas oublier que derrière ces murs, il y a aussi beaucoup de guérison et de stabilisation. Les psychiatres, les médecins, les psychologues, les infirmiers et tous les intervenants que j'ai pu rencontrer au cours de mon enquête font tous un boulot de fou pour y arriver. Les conditions sont extrêmement difficiles, leur milieu est pas souvent compris par le grand public, mais leur rôle dans ce type de situation, il est absolument essentiel. Et pour toutes ces raisons, c'était important pour moi de vous montrer leur métier. Ça m'a mis un peu en galère sur la fin, mais ça a été une année de rencontres et d'apprentissage fascinant. Et si ce documentaire peut servir à mieux comprendre comment tout ça fonctionne et à mieux réagir quand on y est exposé, alors j'aurais bien rempli mon rôle. Merci à tous ceux qui ont participé, à Trade Republic pour m'avoir aidé à le financer, et à mon agence Influx pour avoir géré avec moi toutes les petites galères liées à ce type d'enquête. Il y a certains trucs que je peux pas encore dire publiquement, mais vous me connaissez, je finirai bien par en parler un jour, donc restez pas loin. C'était incroyable. La façon dont il raconte, je trouve qu'elle est folle. Attendez, je m'en mets ici. Exceptionnel. Exceptionnel. Moi, je trouve ça fou. Attendez. Je trouve ça fou à quel point on ne voit pas le temps passer dans ces émissions. C'est un truc de fou. Oui, je le vois. Merci. Qu'est-ce que je fais de mon samedi à regarder un reportage? Mais tu regardes pas un reportage en fait, tu es sur mon live, ce n'est pas pareil. Le film était incroyable, mais bien sûr, les reportages, c'est pas que des trucs oh, regardez le reportage animalier de un tel. Et des reportages qui sont bien. Mais il y en a d'autres, je crois, de sa chaîne. Je suis pas sûre. Après, je le connaissais pas du tout avant cette histoire. Mais déjà, rien que ça, le truc s'est passé en 2018. Moi, j'en avais tellement pas du tout entendu parler. Je devais faire mes devoirs, moi. Bien, tu peux toujours les faire. Tu peux toujours les faire, bien sûr. Et rester en l'heure, bien sûr. Après, c'est vrai que faire ses devoirs à 21h44, bon, c'est un peu tard. Mais bon. En fait, attendez, mais il a fait plein de reportages. 188 vidéos. J'en ai vu 3. Mais c'était fou. Mais vous en aviez entendu parler du... Cette prise d'otage, moi j'avoue je regardais pas du tout les infos en 2018, trucs comme ça. Et pourtant, genre rien. Même si j'étais quand même un peu sur les réseaux, genre rien. Pas du tout parlé. J'ai fait toujours tard. Ah bah bravo. Et le rythme de sommeil dans tout ça, monsieur. Il est éclaté. Bon, je parle de rythme de sommeil, je me couche beaucoup trop tard. Trop tard.